Le doute, c'est ce qui caractérise le plus les crimes par empoisonnement. L'affaire Marie Bénard en est la parfaite illustration. La rumeur accuse cette bourgeoise de Loudun d'avoir empoisonné toute sa famille. Pour le savoir, les policiers chargés de l'enquête exhument les corps. L'expertise révèle que tous les cadavres présentent des doses anormales d'arsenic. En quelques heures, la vie de cette femme jusque-là sans histoire bascule. Marie Bénard devient alors une empoisonneuse en série, diabolique et sans âme. Pour l'avocat Gilbert Collard, c'est l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Une affaire qui a empoisonné la justice. Il y a une fatalité qui pèse sur les gens qui fréquentent Marie Bénard. Elle a dans son entourage, et là je crois qu'il faut égrener la liste funèbre des gens qui ont été, comment pourrais-je dire, frappés de mort au contact de Marie Bénard. Le 1er juillet 1927, Auguste Antigny, 33 ans, qui est cousin et premier époux de Marie Bénard, est déclaré mort de tuberculose. On l'exhume et dans ses restes, on va découvrir 60 mg d'arsenic. Le 22 août 1938, Marie Lecomte, 86 ans, grand-mère par alliance de Marie Bénard. Le 14 juillet 1939, Toussaint Rivet. Le 27 décembre 1941, Blanche Rivet, Pierre Davaillot, père de Marie Bénard. Louis Gouin, décédé le 2 septembre 1940, on retrouve dans ses restes de l'arsenic, ainsi de suite pour Marcelin Bénard, beau-père de Marie Bénard, Marie-Louis Bénard, belle-mère de Marie Bénard, Lucie Baudin, belle-sœur de Léon Bénard, Pauline Bodino, cousine de Léon Bénard, Virginie Laleron, sœur de Pauline, et enfin Marie-Louise Davaillot, mère de Marie Bénard. Ces restes contenaient 48 mg d'arsenic. Alors là, sur ces fondements-là, on considère véritablement que Marie Bénard, et c'est ce qui va expliquer que le procès lui sera fait, est une empoisonneuse que rien n'arrête et qui a empoisonné tout son entourage. Marie Bénard va être accusée sur la base de rapports toxicologiques erronés et peu fiables. Les prélèvements effectués à Loudun sur 13 cadavres ont été ensuite envoyés pour analyse à Marseille. Mais certains bocaux ne sont jamais parvenus jusqu'au laboratoire de la cité phocéenne. D'autres ont été mélangés. Désormais, pour éviter que ce genre d'erreur ne se reproduise, la loi impose un protocole très strict dès l'autopsie. Donc là, l'autopsie vient de se terminer. Il y a des prélèvements qui ont été sélectionnés en partie pour la toxicologie. Et donc maintenant, les toxicologues n'ont plus besoin de grandes quantités comme du temps de Marie Bénard, où il leur fallait des kilos de viscères pour, malgré cela, se disputer comme des chiffonniers après pour les interprétations, parce que les méthodes n'étaient pas aussi fiables. Donc on prend habituellement du poumon, du cœur, du foie, du rein, le contenu gastrique quand il y en a, là il n'y en avait pas. Pourquoi on prend du cerveau? Parce que le cerveau est très gras et donc les substances qui se fixent sur les graisses sont fixées préférentiellement au niveau du cerveau, puis aussi certaines drogues, notamment les opiacés et certains autres produits, se fixent spécifiquement dans le cerveau, donc on prélève du cerveau. Et ensuite, ces prélèvements, si c'est une affaire d'intoxication éventuellement criminelle, ces prélèvements sont placés sous scellé par les services de police qui sont présents et transmis au toxicologue qui est désigné par le magistrat qui a l'enquête en charge. Aujourd'hui, les prélèvements effectués limitent les risques d'erreur. Des erreurs qui, à l'époque de Marie Bénard, ont été commises en trop grand nombre. C'est finalement l'analyse d'un produit de jardinage a priori anodin qui va permettre de faire éclater la vérité. Ce produit composé de sulfate d'arsenic était mélangé à l'eau utilisée pour arroser les plantes du cimetière. Pendant que les prélèvements sont envoyés aux toxicologues, tous les objets susceptibles de faire avancer l'enquête sont analysés par les policiers. Dans ces scellés, une collection de preuves toutes plus étonnantes les unes que les autres. Voici donc la pièce où l'on stocke, où l'on conserve les produits susceptibles de ne pas être dégradés à température ambiante. Globalement, ce sont les produits de saisie, les produits de scène de crime, en fait tout ce qui n'est pas biologique. À titre d'exemple, voici un empoisonnement un petit peu particulier. Une bouteille de vodka tout à fait banale, un verre qui a servi
à boire cette vodka, sauf que, en fait, l'agresseur de la personne qui a bu ce mélange avait rajouté ce produit. Et ce produit est un catalyseur, un durcisseur de colle. Et vous pouvez imaginer les conséquences sur le tractus digestif, et en particulier le premier étage, c'est-à-dire l'œsophage, la bouche, sur une consommation de ce type de choses. Eh bien, la victime, bien évidemment, est allée directement à l'hôpital et malheureusement, la colmatation s'étant faite très très rapidement, est décédée dans un tableau de décompensation respiratoire. Dans cette affaire, le laboratoire n'a reçu que quelques scellés, alors bien que plus de 300 scellés avaient été réalisés sur cette scène de crime. Il faut dire que nous ne faisons que des analyses de toxicologie, recherche des poisons, mais bien évidemment les traces de sang, l'identification de poils, la différenciation entre poils de victime, poils de chien, enfin toutes ces choses de la criminalistique ont besoin d'être réalisées et font l'objet de prélèvements de ce type. Alors la notion d'empoisonnement prévoit quelque chose qui est lié à la préméditation. Autant on peut concevoir que sous l'effet d'une pulsion, de la colère, d'un chagrin, on puisse utiliser une arme à feu. Autant l'arme chimique nécessite une phase de préparation. Cette phase de préparation est quelque chose où on a le temps encore de réfléchir, où il faut que les inhibitions normales, parce que l'on va attenter à la vie de quelqu'un, doivent être levées. Et donc on peut tout à fait imaginer que quelqu'un qui est susceptible d'être un empoisonneur a connu une phase de doute. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout ou pas ? Un doute qui signifie que l'assassin a le choix et sous-entend donc la préméditation. Cela implique qu'il peut à tout moment s'arrêter. Le crime d'empoisonnement est un crime lent. Il signifie donc que la criminelle ou le criminel prend tout son temps pour tuer. Ce qui nous permet de caractériser la dioxine, c'est d'une part le temps de rétention, c'est-à-dire quelque chose d'unique pour cette molécule, 9 minutes 35, son comportement dans un champ d'électrons, et enfin, la quantité de dioxine est directement proportionnelle à la surface. Plus la surface du pic est importante, plus la concentration va être élevée. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de M. Yurchenko, dans le segment de cheveux qui correspondait à la période avant l'exposition, eh bien, on n'a rien retrouvé. C'est négatif. Comme chez moi, chez vous, chez tout le monde, les gens qui ne sont pas exposés n'ont pas de dioxine dans les cheveux. Et les cheveux qui correspondent à la période d'exposition ont été particulièrement riches de la même dioxine qui avait été retrouvée dans le sang, dite dioxine de Seveso. Et donc là, on a une preuve absolue, d'une part, de l'identité de ce produit, et d'autre part, en utilisant les cheveux comme un calendrier historique, on retrouve tout à fait une datation de la période des événements, et donc ça renforce bien évidemment les investigations criminelles. Les analyses effectuées par Pascal Kintz ont confirmé la présence de dioxine en grande quantité. Reste une question. Était-ce vraiment un empoisonnement commis dans l'intention de tuer ? Il y a deux théories qui sont probablement assez peu plausibles qui ont circulé dans le monde du renseignement. Certains se sont dit, quand on voit le visage de Yurchenko, c'est les signes d'une opération ou d'un traitement de chirurgie esthétique, peut-être avec du botox, qui n'aurait pas marché. Et Yurchenko étant, selon cette théorie, un individu astucieux, il aurait tiré parti de cet accident médical pour augmenter sa popularité politique et faire croire à un empoisonnement. Deuxième solution, c'est peut-être tout simplement un accident qu'il a rencontré, soit dans un traitement médical, soit dans une autre situation, qui a produit des effets similaires. Et encore une fois, selon cette deuxième hypothèse, il en aurait tiré parti en politique. Évidemment, l'hypothèse la plus plausible est celle d'un empoisonnement. Mais elle soulève un certain nombre de problèmes. Est-ce que c'est un empoisonnement raté,
qui visait la mort de Yurchenko, ou est-ce que c'est une opération réussie qui visait seulement à le défigurer, à le rendre malade, à le blesser, et qui aurait échoué. Alors la première hypothèse de l'empoisonnement délibéré est la plus plausible, c'est-à-dire qu'on a cherché à lui donner la mort, mais ça n'aurait pas marché. Ce qui est quand même très étonnant quand on connaît l'efficacité et le professionnalisme de la branche action des services russes. L'autre hypothèse est de dire ils n'ont pas voulu le tuer mais uniquement lui faire passer un message, et quand même pose problème pour la raison suivante. C'est très difficile avec du poison de savoir l'effet que l'on va avoir sur un individu sans avoir un dossier médical extrêmement complet. Parce qu'un poison peut très bien ne pas être dangereux pour l'organisme, au point de provoquer la mort, mais si l'individu qui en est la victime a lui-même une faiblesse cardiaque ou une autre sensibilité médicale, il peut très bien décéder même si la dose est faible. Le tout est de savoir s'il y a une action russe derrière cette opération, si ça a été juste fait pour le faire sortir du jeu en le rendant malade, en le rendant peut-être laid, de façon à ce qu'il ne profite pas de son physique pour être élu à la tête de l'État. Je ne sais pas si on aura un jour la vérité sur cette affaire. Le protocole de Genève en 1925 et la Convention de 1972 sur les armes biologiques interdisent totalement le poison et la propagation délibérée de maladies. En 1996, une convention sur les armes chimiques est entrée en vigueur. Malgré cela, aujourd'hui les terroristes ont remis l'utilisation du poison sur le devant de la scène. Du gaz sarin diffusé dans le métro au Japon, à l'anthrax dans le courrier aux États-Unis, la menace plane, invisible, indétectable. Une menace qui déclenche chez certaines personnes une véritable psychose. Face à des faits inexpliqués, elles se croient victimes d'empoisonnement, au même titre qu'autrefois, elles auraient pu se croire victimes d'ensorcellement. Combien de fois le laboratoire reçoit des échantillons alimentaires? Des légumes, des fruits, récemment c'était la période de la cerise, des pâtisseries, des soupes, des cafés, où l'on nous dit « on a voulu m'empoisonner ». J'ai même eu des gens qui sont venus avec un téléphone en me disant « à travers la ligne, on fait passer des gaz ». Des gens qui sont prêts à payer une fortune pour ce genre d'analyse, tout simplement parce qu'ils pensent associer des pseudo-symptômes à de l'empoisonnement. Quand quelque chose ne va pas et qu'on ne sait pas, on est empoisonné. Et donc il y a toute une psychose, une saga de la psychose liée au poison. Ces situations qui révèlent la peur et la paranoïa face à l'invisible ont souvent une explication psychologique. Il peut arriver effectivement que des gens suspectent éventuellement qu'on veuille leur nuire et qu'on veuille leur nuire notamment par ingestion de substances toxiques et d'empoisonnement. Ça arrive pour deux raisons. Parce qu'ils ont constaté des faits réels, des indices autour d'eux qui leur laissaient penser que des gens donc, pouvaient chercher à les empoisonner. Et du fait que le poison ne soit pas directement visible, ne soit pas directement détectable, évidemment, ça va majorer cette angoisse. Et ça va majorer donc ce désir de clarifier les choses. Mais il y a aussi une deuxième circonstance psychologique chez certaines personnes qui vont chercher à clarifier les choses, c'est qu'il y a des gens qui pensent à tort être victimes, et qui pensent à tort et qui pensent de façon délirante qu'on leur veut du mal, qu'on veut leur causer des préjudices. Et certains pensent qu'on veut leur causer des préjudices par empoisonnement. Et là, on est dans les fameux délires de préjudice et de persécution. C'est deux raisons tout à fait différentes de suspecter qu'on puisse être empoisonné. C'est bien la dimension impalpable de l'empoisonnement, ainsi que l'idée de manipulation qu'elle induit, qui explique la survivance de cette peur ancestrale. Mais, et c'est là tout le paradoxe, si cette psychose reste répandue dans la population, les cas réels d'empoisonnement et les intoxications criminelles sont plutôt rares.